dans des grandes entreprises du CAC 40. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le coaching et la formation, contribuant à la réussite de centaines de personnes. C'est le fondateur de MGR Formation. Il est spécialisé et certifié en coaching professionnel, programmation neuro-linguistique, process communication management, analyse systémique et ingénierie de formation. Il a été expert en management et en RH depuis plus de 20 ans. Et dans son entreprise, à l'heure actuelle, il a déjà accompagné plus de 200 entrepreneurs avec des formations proposées 100% en distanciel à travers le monde. C'est le spécialiste du déblocage des croyances limitantes pour les entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Mehmet Gül. Salut Mehmet, comment vas-tu? Salut Gaël, eh ben écoute, c'est la meilleure intro que j'ai eue dans un podcast, c'est génial. Merci, très heureux d'être là, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. On a été mis en contact par l'intermédiaire de Gérald Defort, donc un Yes, petit big up à Gérald. Merci beaucoup gros Gérald si big tu up. nous écoutes. Merci Gérald. Merci, merci. Bon, spécialiste du déblocage de croyances limitantes. Ouais. On va parler de ça aujourd'hui. C'est Mhm. un point extrêmement important pour les entrepreneurs en particulier et les êtres humains en général. Qu'est-ce Ouais. que c'est les croyances limitantes? Alors les croyances limitantes, j'aime bien donner cette définition assez simple, c'est souvent la petite voix qu'on a dans la tête et qu'on appelle tendrement le connard ou la connasse intérieure. Et en fait, c'est une partie de nous qui veut s'exprimer mais qu'on veut pas écouter. Et moins on l'écoute, et plus elle résonne, plus elle prend de la place mentalement, émotionnellement. Et à force, bah, elle crée des blocages, elle crée des stratégies d'échec, elle crée tout un tas de problèmes intérieurs qui font qu'on n'a plus du tout la même vision du monde et on se limite justement à cause de cette petite voix et elle va notamment saboter bah, toutes nos entreprises, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans notre vie perso. Elle peut saboter énormément de choses. Donc j'en ai fait en fait ma plus grande force parce que c'est une grande partie de ma vie que j'ai passé justement dans des croyances limitantes et c'est à cause de ça que j'en ai fait ma spécialité aujourd'hui. Ouais, tu as passé un grand moment dans ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ouais, bien sûr, j'ai passé presque 15 à 20 ans de ma vie à croire que je pouvais faire plaisir à tout le monde, à faire passer les autres avant moi, à être, bah voilà, toujours un peu dans le côté sacrificiel, tu vois, à me sacrifier pour les autres. Et Ouais. c'est des croyances en fait que j'ai installées moi-même et c'était pas un truc qui était dû à ma famille, mes proches, quoi que ce soit. C'est ce qu'on peut croire en fait au début, mais quand on décide de vouloir faire plaisir à tout le monde et qu'on pense qu'on peut faire plaisir à tout le monde, ça vient de soi et de la perception qu'on a de soi-même et du monde. Et donc du coup, j'ai travaillé beaucoup là-dessus après avoir passé une grande partie de ma vie là-dedans. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand je suis revenu de la mort. J'ai fait une hémorragie interne en 2016 des suites d'un ulcère que j'ai pas eu le temps de traiter justement parce que je faisais passer mon boulot avant tout. Et le boulot m'a un peu bouffé la vie parce que j'étais cadre dirigeant comme tu l'as dit et c'est des cadres dirigeants pour faire simple, j'aime bien donner cet exemple, c'est un peu l'esclave moderne. Tu sais, cadre dans une entreprise corporate, tu arrives à 6 heures du matin, tu repars à 20 heures le soir et en fait t'es un peu l'esclave moderne et t'es obligé de bosser H24. Et du coup, j'avais plus du tout de temps pour moi ni pour ma famille et ça m'a complètement détruit et en 2016, je me suis retrouvé entre la vie et la mort. Et du coup, après cette expérience-là, et ça s'est pas arrêté là, parce qu'on m'a licencié 15 jours après être sorti des soins intensifs. Après cette expérience, j'ai décidé de me recentrer sur moi et de travailler vraiment sur toutes ces croyances qui m'ont amené jusque-là. Et du coup, je me suis lancé à mon compte, j'ai créé ma boîte justement, et j'en suis arrivé justement à devenir le spécialiste de ma propre douleur, parce que j'ai transformé beaucoup de choses en moi. Dirigeant, c'est un petit peu, tu vois, l'apothéose, l'objectif de beaucoup de personnes dans leur vie, c'est vas-y, mon fils, quand tu seras grand, sois cadre Mm. dirigeant dans une grande entreprise. Et toi, ça t'a conduit. Il y a des personnes que ça conduit au burn-out, toi, ça t'a conduit directement Ouais, aux urgences avec une ouais. hémorragie interne entre la vie et la mort. Mm. Et, C'est euh, et ça, du coup, à ton avis, enfin, en, en regardant ce qui s'est passé, Mhm. en l'analysant, voilà, c'est ça le mot, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que t'en sois arrivé là, tu vois? Et que, parce que là, en gros, c'est attendre un événement où bah, t'as pas trop le choix,
où la vie vient de dire, ok, mais mec, il faut que tu bouges, t'es pas au bon endroit. Et qu'est-ce qui, selon toi, tu vois, avait peut-être été, tu vois, des signes précurseurs, des choses comme ça? Bah, tu sais, en fait, les signes précurseurs étaient déjà là, sauf que moi, j'écoutais pas. C'est-à-dire, Hmm. il y a un moment où, en fait, t'arrêtes de prendre des vacances, t'arrêtes d'aller au sport, t'arrêtes de voir tes amis, t'arrêtes presque de voir ta famille, parce que t'arrives le matin, en fait, je partais le matin à 6 heures, mes enfants dormaient. J'arrivais le soir à 20h30, ils dormaient aussi. Donc, en fait, il y a un moment où je voyais plus mes enfants, quoi, simplement. Et t'arrives le soir, bah, tu te prends la tête avec ta femme, elle te dit que tu prends pas assez de temps avec elle, et c'est vrai, et toi tu le renies, tu t'es dans le déni total de plein de trucs en fait. Et en fait, c'est un prisme déformant qui installe des croyances sur le fait que t'es justement en train de faire, tu penses faire les bonnes choses, alors que t'es en train de t'auto-détruire à petit feu. Et l'histoire justement de l'hémorragie interne, c'est un ulcère, tu sais, c'est un espèce de microbe qu'on a dans l'estomac. Ça Mhm. fait 3 ans, en fait, ça faisait 3 ans que mon médecin de famille me disait, il est temps de le traiter, venez, on vous fait un traitement et tout. Et en fait, je trouvais des excuses pour toujours faire passer le boulot avant et penser que le boulot était plus important que moi et ma vie en fait. Et la vie m'a rappelé et le corps m'a rappelé que bah non en fait ce qu'il y a de plus important dans ta vie c'est toi-même. Et à partir du moment où tu as compris ça, bah tu as compris qu'en fait tout part de toi et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce slogan tout commence par toi. C'est parce que si toi tu décides pas à un moment de changer les choses, il y a rien qui change quoi. Hmm. Et c'était quoi, selon toi, la grosse croyance qui faisait que, enfin, ouais, la croyance la plus importante qui faisait que bah, t'étais drivé par le boulot plutôt que par tout le reste, tu vois. C'est une croyance que les personnes qui sont justement dans l'empathie, parce que moi je suis un hypersensible de base et j'étais un hyper empathique aussi. Et je dis j'étais parce que je le suis beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai toujours gardé ça. C'est le fait de croire que les autres et autre chose ou les autres passent avant toi. Et c'est ce côté justement faire passer les autres avant soi et faire plaisir aux autres qui m'a conduit à cet extrême-là. Et aujourd'hui, cette croyance, pour moi, il faut vraiment la recontextualiser, la remettre à sa place. Parce que oui, tu peux faire plaisir à certains moments, mais quand toi tu vas mal, en fait, tout va mal autour de toi et les gens aussi autour de toi vont mal. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et le premier déclencheur d'ailleurs de ça, ça a été le livre de Tony Robbins que j'ai lu, qui s'appelle Pouvoir illimité. Je pense que voilà, c'est un grand classique que beaucoup ont lu. Et moi, il m'a ouvert les yeux en fait sur la PNL, et c'est là où j'ai découvert aussi la PNL pour commencer à me former dessus. Et c'est grâce à ça que j'ai transformé toutes ces croyances justement en lien avec moi et la valeur que je me mettais à moi-même, parce que c'est en lien. Tu sais, quand tu te fais passer toi, quand tu fais passer les autres avant toi-même, c'est que déjà en termes d'estime de toi et de valeur que tu mets sur toi-même et ta personne, la valeur est pas au bon endroit. Donc tu te valorises pas, tu te dévalorises Mhm. continuellement. Et à partir du moment où tu comprends que tout ça n'est qu'un mécanisme en fait de survie et surtout d'intention positive, de vouloir faire plaisir aux autres, bah, en fait tu comprends que derrière tout ça, c'est que des schémas psychologiques et des schémas dans lesquels justement tu t'enfermes. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus et j'ai transformé tout ça pour que ça devienne justement une force pour la suite. Et bah, à force de travailler dessus, à force d'être le spécialiste de ça, bah ouais, je suis devenu un des spécialistes reconnus pour ça. Et aujourd'hui, c'est un peu mon fond de commerce, quoi. Formation des croyances limitantes. Et à ton avis, euh, quelle a été, donc toi, tu as utilisé la PNL ouais, pour te libérer de ces croyances, tu en as installé des nouvelles. Ouais. Et à ton avis, quand tu étais donc dans ces croyances-là, qu'est-ce qui te manquait? Qu'est-ce que tu essayais d'obtenir que tu n'obtenais pas? Et où tu te disais, bah, si je continue à faire plaisir à un maximum de personnes, je vais obtenir ce truc-là, mais qui en fait était plus comme un mirage ou un oasis au milieu du désert. Quand t'as soif, tu arrives, il est pas là. Ah, ça, c'est comme tous les besoins en fait psychologiques qu'on a en tant qu'être humain, c'est un besoin de reconnaissance. Et le Hmm. mien, il passait par la reconnaissance en fait des autres, c'est-à-dire sur l'aspect fait plaisir. Tu sais, on parle souvent des drivers en process communication modèle, et l'idée c'est un driver fait plaisir très important. Et dès que je faisais plaisir aux gens, ça me nourrissait, ça me faisait du bien. Mais en fait, c'est un comment dire
c'est pas quelque chose, c'est exogène, quoi. C'est en dehors de moi, c'est en dehors de mon contrôle. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Il vaut mieux en fait s'appuyer sur des ressources endogènes, des ressources qui sont en nous et qui nous permettent de nous régénérer sans avoir besoin de faire plaisir à l'extérieur. J'ai une anecdote là-dessus, si on a 2 secondes. Tu sais, à un moment j'étais dans le prêt-à-porter et j'étais directeur de magasin. Et à l'ouverture du magasin ici de Toulouse, j'avais recruté une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes. Et, euh, et pendant la première semaine d'ouverture de ce magasin, j'ai pris des croissants et des chocolatines. On va dire chocolatines à Toulouse, sinon ils vont tous m'envoyer des commentaires. Donc on dit pas pain au chocolat, mais on dit chocolatine à Toulouse. Et donc tous les matins, pendant une semaine, jusqu'à samedi, j'ai amené les croissants à toute l'équipe. Et en fait, on avait ouvert le dimanche aussi, je crois. Et le dimanche matin, j'oublie les croissants. Et ce qui se passe, c'est que pendant une semaine, tout le monde est content, t'as fait plaisir à tout le monde, et le dimanche, t'arrives, t'as pas apporté les croissants, les personnes, qu'est-ce qu'elles retiennent? Le seul jour où t'as pas amené justement les croissants. Et en fait, c'est révélateur du fait de l'intention que je mettais dessus, c'est-à-dire l'intention d'être reconnu pour la gentillesse et pour l'humain que j'étais, qui était en fait vraiment poussé par ce driver du faire plaisir aux autres. Et ça, ben, c'est l'exemple même que tout ce qui ne dépend pas de nous, en fait, n'est pas sous notre contrôle. On ne peut pas s'y attacher, on ne peut pas se nourrir avec ça pour obtenir de la reconnaissance. Et ça a été comme ça a été un enchaînement de ce genre de choses, en fait, durant ma vie. Et j'ai beaucoup travaillé justement sur ça pour en sortir. Tout part de l'intention, tout part de l'intention en fin de compte, tu vois. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. c'est bien intéressant. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Sadhguru? Ouais, bien sûr. Bien Ça te sûr. parle. Et lui disait quelque chose par rapport à l'intention. Il disait, il y a tellement de personnes qui sont obnubilées par l'intention, faire les choses dans la bonne intention, dans Mm. l'intention de ceci, l'intention de cela. Il dit, moi, j'ai pas tout le temps la bonne intention, mais bizarrement, je me retrouve à toujours faire la bonne action. Mm. C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu vois, il y a des personnes qui sont très à cheval. Oui, il faut qu'il y ait la bonne intention pour faire nanana. Et il y a ceux qui sont, ah ouais, non, moi en fait, je fais la bonne action, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu sais, je suis dans la mouvance en fait de croire, et ça c'est encore un autre type de croyance auquel je commence à m'ouvrir de plus en plus. Il y a une certaine forme de spiritualité qui résonne beaucoup en moi sur le fait de simplement être. Et Sadhguru, il véhicule beaucoup ça, c'est-à-dire sur le principe de simplement être sans vouloir mettre de conditions à quoi que ce soit. Poser une intention, c'est mettre une condition ou des contours à qui tu es en fait. J'aime bien les exemples, tu sais, qu'on prend de la nature. Et quand tu regardes en fait un animal, peu importe lequel, tu sais, je sais pas, un chien, un chat, peu importe l'animal que tu prends, l'animal il se dit pas, mais est-ce que je mets une intention avant d'aboyer ou je mets une intention avant de manger ou quoi que ce soit en fait. Chaque être vivant sur cette terre est là pour être ce qu'elle est en fait. Et j'aime bien cette croyance de me dire que il suffit d'être sans avoir besoin de penser à aucune intention ou à aucune condition. Quand les vagues apparaissent dans l'océan, elles se disent pas tiens aujourd'hui quelle forme je vais prendre pour pouvoir me montrer sur cet océan dans lequel je suis. Donc vraiment partir du postulat que simplement être soi suffit en fait sans aucune condition et sans aucune intention et permet une vie complètement alignée et complètement en lien en fait finalement avec qui on est profondément. Et si un jour tu as envie de mettre une intention, mets-en une. Si tu as envie de mettre une action, fais une action. Mais à chaque instant, tu es. Donc à partir du moment où tu es, ben, derrière, en fait, personne peut venir te dire pourquoi tu es comme ça, parce que tu es toi, en fait. Hmm. Est-ce que Moi, c'est pas. Vas-y, dis-moi. j'ai une phrase, pardon, j'ai une phrase là-dessus, c'est être toi tout le temps, c'est non négociable. La chose qui fait qu'on est un être humain. En quoi tu la renies? On a eu un mental qui est présent. Et là, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que c'est ok.
eux, ils y pensent pas, ils réfléchissent pas. L'océan n'a pas de pensée. Les animaux, on sait pas, tu vois, s'ils ont des intentions ou pas. Et c'est là où tu dis, ouais, être sans mettre d'intention, c'est faire comme si une partie d'un être humain n'est pas prise en compte, tu vois. Alors, là, l'idée, si tu veux, c'est de remettre en fait les choses dans leur contexte. Si effectivement tu reprends les vagues et les animaux en fait sont toujours guidés par leurs instincts et ce qu'ils ont en eux en fait. Et nous, on a la même chose. Et ce dont tu parles, toi, c'est la conscience, l'ego ou l'esprit, appelle ça comme tu veux. Et en fait, en fonction de ça, on va justifier ou pas certaines actions. Mais se comparer, en fait, quand je dis simplement être, c'est être sans être justement dans la comparaison ou dans regarde les autres, ils sont comme ci ou comme ça. Et effectivement, on a le mental, on a l'émotionnel, on a nos instincts aussi. Et quand tu regardes tout ça, tu peux être tout ça à la fois et être aucun des trois aussi. Et l'idée, c'est comment est-ce que tu l'assumes aux yeux de tous? Parce que l'être humain est un être social, il a besoin justement d'être reconnu, il a des besoins psychologiques en fait que effectivement les animaux et la nature n'a pas. Et en fonction de ça, il va chercher justement des signes pour pouvoir nourrir ses besoins psychologiques. Et le truc que je dis, c'est que être, t'as pas forcément besoin de tout ça. Simplement être te suffira parce que être, ça veut pas dire être dans la passivité. Ça veut pas dire être dans, comment dire, dans l'inaction ou dans le fait de ne rien faire. Être, ça veut dire être ici et maintenant, être connecté au moment présent. Ça veut dire rester dans une forme de vacuité qui te permet à chaque instant de capter le monde. Et en fonction de ce que tu captes, agir en fonction de ce que toi tu as envie de faire au moment où ça apparaît. Donc Mhm. ça veut pas dire être passif. Ça veut dire être là, être présent, mais ne pas avoir besoin de se justifier quand tu fais quelque chose ou qui pourrait soit être comparé, soit être interprété, etc., etc., quoi. Mhm. Parce Ah, que je comprends. la base, Non. si tu veux, des croyances limitantes, à chaque fois qu'on construit des croyances limitantes en nous, on passe soit par des interprétations, soit par des comparaisons, soit par des justifications ou des extrapolations. Et à chaque fois qu'on est là-dedans, on déforme notre propre réalité. Et c'est ça qui crée les histoires qu'on se Mhm. raconte derrière. Sur ces croyances, on va parler, je vais avoir une question pour toi par rapport à ça, justement, sur la, la, la qualité donnée à des croyances, tu vois. Et avant ça, je rebondis juste sur une chose, voilà, sur ce que tu disais sur être. Moi, depuis, bah simple, j'étais à Dubaï, et à Dubaï, j'ai organisé ma première cérémonie de cacao sacré avec 6 personnes. Avant, je le faisais, voilà, avec ma fiancée ou que pour moi. Mais là, c'était la première fois, voilà, qu'on était plusieurs, donc j'ai organisé le rituel. Et j'ai trouvé, voilà, un moment de présence, mais que je connaissais, enfin, que j'ai rarement, tu vois. Voire Mm. la dernière fois que je l'ai eu, c'était genre, il faut que je fasse un sport, genre sauter en parachute, je l'avais eu, ou faire du surf à Bali, tu vois. Et là, j'étais tellement concentré, mais au-delà de la concentration et de la présence, moi, c'est ce que j'ai appelé, tu vois, de la dévotion, tu vois. De la dévotion à ce que je faisais, mais en étant vraiment là, quoi. Et je suis là. Et c'est ce que les personnes ont ressenti. Bah là, c'est ce qu'elles m'ont dit. On a même quoi, 2, 3 semaines plus tard. Mm. Et c'est là où tu parles, tu vois, d'être. Tu vois, et c'est vrai, c'est ce qui était autour, c'est comme s'il était plus là. Et ça, c'était assez incroyable. Des gens m'ont pris en photo et en vidéo. Je ne les ai pas calculés alors qu'ils étaient à un Mm. mètre de moi. Mm. Et je trouvais ça vraiment, ouais, vraiment extraordinaire. Et pour en revenir sur les croyances, tout le monde parle des croyances limitantes. Ou des croyances qui aident pas, etc., etc. Mais alors, il y a deux choses. Alors, moi, je suis assez taquin. Où je dis, à partir du moment où tu as une croyance, elle est forcément limitante. C'est juste que t'as pas atteint le bout du niveau du jeu qui fait que, que ta croyance qui t'a aidé pour le niveau 2 devient une croyance limitante pour le niveau 3. Tu sais Qu'est-ce quoi? qu'est-ce que t'en penses de ça, Mehmet? Bah, c'est ta croyance et je l'accueille.
Merci. Ça Tu veux, fait... les croyances, si tu veux, c'est une carte du monde. Ok. Ta carte du monde, et c'est pour ça, là, je vais utiliser un peu des termes PNL. La carte du monde, en fait, c'est la carte n'est pas le territoire. Ce que toi, tu vois n'est Ouais. pas ce que moi, je vois. Et Ouais. effectivement, si tous les deux, on va voir un film, là, ce soir, par exemple, j'ai pris les billets pour aller voir Dune, la deuxième partie de Dune. Ok. Si on va voir ce film ensemble, toi, tu vas peut-être regarder côté effets spéciaux, tu vas dire, waouh, putain, les effets spéciaux, c'était génial, machin et tout. Mhm. Et moi, je vais être là, ouais, pas terrible, le jeu d'acteur, bref, tu vois. Et cette carte du monde, elle va être différente en fonction justement des filtres de ta vie, les filtres Mhm. socio-culturels, par quoi tu es passé dans la vie, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à croire à ces croyances, et il y a tout un cheminement derrière. Donc, quand tu m'apportes ça et tu me dis oui, pour moi c'est une limitation, bah ouais en fait. Et c'est une limitation que de croire que c'est une limitation aussi, tu vois, si on Mhm. va dans ce sens-là. Absolument. Donc, dans l'idée, si tu veux, euh, on va simplement dire que la carte n'est pas le territoire et que chaque carte du monde a sa propre réalité. Et en fait, si on va un peu plus loin dans le raisonnement, et je vais t'amener un peu dans le méta spirituel, c'est la réalité n'existe pas. Mhm. Simplement parce qu'en fait, seule la perception de cette réalité existe. Mhm. Puisque si on va au cinéma ensemble, tes perceptions à toi vont amener une toute autre expérience de cette expérience visuelle qu'est le cinéma que celle que moi je vais avoir. Et tant que tu n'as pas compris que le monde que tu perçois est unique et à chaque instant c'est toi qui le construis, eh bien, tu vas donner une forme ou une autre en fonction justement de ce que tu auras vécu, de ton expérience perceptuelle du monde. Et c'est pour ça que tant que tu comprends pas ça, en fait, tu vas agir soit en réaction de, soit en différence de. Et il y a plusieurs autres polarités. Moi, je parle de ces deux-là, mais il y a des gens, en fait, ils vont vivre pour justement rester dans le consensus, se conformer aux règles. Un exemple typique, quand il y a eu le Covid, tu vois, tout le monde est allé se faire vacciner sans rechigner, quoi. Tu vois, la majorité, on va dire. Et il y avait une majorité, une petite minorité de dissidents qui disaient non, moi, les vaccins, j'en veux pas, etc., etc. Et cetera. Et l'idée, c'est que toute ta vie peut être basée sur ce genre d'éléments. Donc c'est à toi de voir aussi où est-ce que tu as envie de placer ça, à quel niveau tu places ça. Et pour moi, ça, je le rattache plutôt aux valeurs qui t'habitent. Et les valeurs, en fait, elles sont un peu la boussole de nos, comment dire, de nos décisions et de nos choix dans la vie. Mais chaque décision et chaque choix doit aller dans la direction de la progression. Parce qu'un être humain, il est comme une plante. À partir du moment où il arrête de progresser, à partir du moment où il arrête de mûrir, en fait, le fruit tombe et il devient pourri. Donc, tant que tu progresses, tant que tu es dans l'évolution et la progression, tout va bien. Mais pour qu'il puisse y avoir ça, tu as l'obligation de passer justement par des décisions et des choix qui s'appuient sur des valeurs. Les valeurs, en fait, c'est ce qui oriente tes choix et tes décisions. Et Mhm. moi, il y a une valeur phare dans ma vie qui est hyper importante. Et c'est pour ça que quand je pose cette question à des entrepreneurs ou à des gens quand ils viennent me voir la première fois, je leur demande c'est quoi tes 5 valeurs cardinales dans la vie. Et tu sais, il y a un exercice qu'on appelle la boussole des valeurs. C'est de connaître en fait, tu sais, un peu comme les 4 coins cardinaux, nord, sud, est, ouest. Déjà connaître ces 4 valeurs cardinales dans la vie et la valeur centrale sans laquelle tu ne peux pas vivre. Simplement. Il y a une valeur en fait, pour moi, qui est fondamentale et sans laquelle je peux pas être moi en fait, c'est la liberté. Et elle est placée avant même ma famille. Parce que ma femme sait que si j'ai pas de liberté, si elle me laisse pas faire tout ce que je peux, tout ce que j'ai envie de faire dans mon business, dans ma vie perso, etc., si elle me laisse pas cette liberté-là, elle sait qu'elle me perd. Et en fait, si on ne met pas, selon moi, les 4 valeurs cardinales comme boussole de direction dans la vie, bah on a du mal à prendre des choix, des décisions, et on a du mal à s'épanouir et donc à continuer nos progressions. Mhm. Et en partant de ça, bah, le postulat, il est simple. Si tu te connais toi-même, parce que pour bien connaître tes valeurs, il faut que tu te connaisses toi-même, il y Mhm. a tout un travail sur toi, ta personnalité, ton identité, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu aimes, etc., qui doit être fait, quoi. Liberté, quelles sont les autres, les cathos de valeurs que tu Alors, as?
la liberté, la Liberté. famille, l'argent. Ça peut paraître paradoxal, mais l'argent, pour moi, en fait, c'est le nerf de la guerre pour la liberté. C'est ce qui m'apporte, en fait, tout type de liberté derrière. L'amour et le travail. Et en fait, quand je dis le travail, c'est le business que j'ai créé aujourd'hui, parce qu'en fait, grâce à ce business, non seulement j'ai repris ma vie en main, mais j'ai une liberté qui est complètement, tu vois, différente de ce que j'avais quand j'étais salarié, quoi. Mhm. Donc, l'idée, en fait, c'est sur ce travail justement des valeurs, faire cet exercice chaque année et je là, du coup, c'est un tips que je donne à tous les entrepreneurs et à tous mes clients. Je recommande à chaque entrepreneur de faire l'inventaire de ces valeurs-là une fois par an. D'accord. Et je déconseille de faire cet inventaire au mois de décembre, comme tout le monde le fait. Tu sais, t'entends plein d'entrepreneurs dire oui, c'est le bilan de fin d'année, alors c'est quoi le bilan de cette année, etc. On fait un bilan financier, tu sais, sur nos boîtes au niveau comptable et on se dit bon, bah, j'ai gagné tant, j'ai fait tant de marge, etc. Et en fait, ce bilan-là, moi, je recommande de le faire au mois de juillet et août. Simplement parce que quand on arrive au mois de décembre, c'est le mois de l'année où, en termes de performance et d'énergie, le corps humain est au plus bas. Et c'est le pire moment, la pire période de l'année pour faire justement des bilans ou faire des remises en question ou simplement aller faire un travail sur vos valeurs. Mhm. Si vous devez faire ça, je vous recommande vivement de le faire au mois de juillet ou au mois d'août, parce que c'est la période de l'année où on a le plus de force et d'énergie grâce au soleil et grâce justement à l'impact du soleil sur nos corps pour justement prendre des décisions éclairées et des décisions qui sont alignées avec nos personnalités et donc un travail sur les valeurs à ce moment-là. Sur les valeurs. Les Magnifique. valeurs, faire le bilan de cette année. Ouais. Hmm. Ouais, c'est. Et tu vois, c'est pareil, tu vois, quand tu parles de liberté, encore une fois, tu dis la carte n'est pas le territoire. Ouais, Ou ta définition de la liberté va être très différente de la mienne, tu vois. c'est ça. C'est Parce ça. que si demain tu pars pendant 2 mois, tu dis à ta femme, bah ciao, je me casse pendant 2 mois, tu me vois plus, je vois plus les enfants ni quoi que ce soit, t'auras ta liberté. Mais en fait, je pense que Alors, c'est pas tant, c'est quel est le coût de nos alors, valeurs. ce que tu viens de dire, tu vois, je suis marié, on rentre avec ma femme, on rentre dans notre 22e année de mariage. Félicitations. Merci, j'ai 47 ans aujourd'hui et ça fait 22 ans qu'on est mariés. Et ce que tu viens Cool. de dire, on le fait chaque année. C'est-à-dire que Vous on partez tout est, seul pendant 2 mois. ouais, on est mariés en Excellent. fait depuis 22 ans et le secret de la longévité, déjà c'est la communication, il faut se parler énormément, même quand il y a des coups de sang, des coups de colère, etc. Il faut que les mots sortent. Mais un des secrets de la longévité, c'est également d'avancer ensemble, mais pas attachés. Mhm. Avancer ensemble, mais pas attachés, ça veut dire chaque année depuis 22 ans, ma femme part avec les enfants en Turquie, parce que je suis d'origine turque. Elle part en Turquie avec les enfants, elle reste 2 mois en Turquie et moi je reste 2 mois tout seul en France. Et l'idée, c'est que depuis qu'on fait ça, on a un temps chacun pour soi où on se recharge et du coup, on se manque l'un à l'autre. Depuis Mhm. 22 ans, c'est une vraie thérapie, c'est un hack pour les couples énorme. En tout cas, ça marche bien pour nous. Et l'idée, c'est que quand on se manque comme ça, bah, on est super content de se retrouver. Et on se recharge chacun de notre côté. Elle a ses amis, etc. Moi, j'ai mes trucs ici. Et on se recharge chacun de notre côté. Quand j'étais à Dubaï, là, pendant une dizaine de jours, ma fiancée, elle était ici aux Pays-Bas, et moi j'étais à Dubaï. Et là, c'était que, entre guillemets, que 10 jours. Ouais. Mais moi, ouais, tu vois, j'étais avec mes potes, on a fait. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. On est, on est entre mecs dans un appart à Dubaï avec une vue magnifique sur la marina, Eh ouais. etc. On va faire du golf, du karting, tu vois, des trucs comme ça. Et elle fait ses trucs ici, où elle fait ce qu'elle aime, tu vois. Voilà. Et c'est clair que quand on s'est retrouvés, ah, c'était que du bonheur, tu vois. Et c'est ça. Et Ensemble, mais pas attachés. c'est ça, ouais. Ensemble, les potes à chat, c'est un très très bon point, ça. Et tu sais, Je... en fait, cette histoire, enfin cette phrase, elle est tirée d'une histoire indienne. Il y a des Indiens, en fait, je sais plus si c'est des Apaches ou des Sioux. Euh, Dans un village, en fait, il y a une femme qui veut se marier avec le guerrier le plus beau, le plus fort du Ouais. village, de la tribu.
Et à cette époque-là, quand le meilleur guerrier de la tribu se marie avec une femme, bah, souvent, les autres femmes continuent de courtiser le guerrier, parce que justement, il est fort, etc., etc. Et en fait, la femme qui veut se marier avec lui a peur et va consulter le sage du village qui lui dit, elle va dire au sage, j'ai peur de me marier avec lui parce que justement, si en fait on se marie, j'ai peur qu'il me quitte, etc., etc. Et cetera. Et en fait, le principe de liberté commence là et le sage du village leur demande à chacun d'aller attraper un oiseau mythique. L'un va attraper un faucon et l'autre va attraper un aigle royal. Et ils ramènent en fait les deux oiseaux comme ça. Ces deux oiseaux majestueux, en fait, ils sont très beaux, très, tu vois, puissants dans ce qu'ils sont. Mais en fait, quand ils sont mis côte à côte comme ça, ils peuvent en fait, tu vois, se débattre, voler, etc. Mais le sage les attache par une patte et il les prend comme ça, il les jette devant la femme et le guerrier. Et là, il voit en fait les oiseaux commencer à se débattre, à se mettre des coups de bec. Tu vois, il y en a un, il commence à saigner, etc. Et il prend un couteau comme ça, il sépare à nouveau les oiseaux. Et là, les oiseaux se mettent à voler majestueusement. Ils sont beaux, ils ont chacun une beauté en fait, tu vois. Mais là, ils se mettent à voler, et quand il y en a un qui va un peu plus haut, l'autre se remet à niveau. Ensemble, mais pas attachés. Et en fait, le concept de se dire que tu es avec quelqu'un qui a des ailes comme toi, qui a envie de les déployer comme toi, si tu lui laisses pas de l'espace pour qu'elle puisse le faire, bah cette personne, en fait, elle pourra pas non seulement toucher son plein potentiel, mais aussi faire les choses comme elle le sent. Et l'idée, ça veut pas dire le guerrier doit aller voir d'autres femmes, pas du tout. Ça veut dire que toi, tu seras tellement belle, en fait, en tant que femme, dans la puissance que tu as, la beauté que tu as, que l'autre, il va voir ça, il va dire putain, faut que je me remette à son niveau et c'est tellement beau d'être avec elle, quoi. Et plus on est dans cette puissance-là et plus on s'accorde ça l'un à l'autre, et plus le couple se renforce, simplement. Cette histoire, je pense que je vais te la piquer parce que c'est tellement vrai, tu vois. C'est quand tu es amené vraiment à voir l'autre et voir dans quelle mesure est-ce que tu peux être inspiré par l'autre personne que ça change la donne de A à Z, tu vois. Et, et- ouais, c'est vraiment, vraiment très très puissant. Ensemble, mais pas attaché, C'est ça. Ensemble, ça mais pas. l'expression. Ouais. Excellent. Et du coup, toi, donc après, voilà, tous les entrepreneurs que tu as accompagnés, les plus de 200 entrepreneurs que tu as accompagnés, quel est pour toi, je dirais, le top 3 des croyances limitantes qui reviennent le plus régulièrement pour que les personnes qui nous écoutent, voilà, commencent ce travail d'introspection et de se dire est-ce que ça s'applique à moi? Et si Hmm. oui, dans quelle mesure on peut même utiliser une technique de PNL en disant et si ça s'appliquait à toi? Dans quelle mesure est-ce que ce serait? Alors, déjà, dans Est-ce le que tu top vois? 3 ouais, le top 3 des croyances limitantes, enfin, déjà, il y en a beaucoup, mais il y en a trois qui reviennent effectivement, qui sont récurrentes. C'est souvent la peur du manque. Et ça, c'est en lien justement avec l'argent, la valeur qu'on se donne, la légitimité. Si tu veux, cette peur du manque, la peur du manque d'argent, de moyens ou tu sais, d'amour. C'est une peur du manque. Il y a une peur qui s'installe. Et cette peur du manque, elle est en lien directement avec la valeur qu'on se donne à soi-même Mhm. et aussi la valeur qu'on peut donner aux choses autour de nous. Et cette peur du manque, bizarrement, elle est sous-jacente à une peur qui est complètement irrationnelle, c'est la peur de tout perdre du jour au lendemain. J'ai un entrepreneur qui fait plusieurs millions, qui m'a sorti ça il y a quelques mois de ça. C'est le mec, il est multimillionnaire et il me dit j'ai peur de tout perdre du jour au lendemain. Ouais. Et en fait, tu te dis mais attends, t'es multimillionnaire, enfin, il n'y a pas de sujet en fait. Ça, c'est euh, pourquoi tu as peur de tout perdre? Et l'histoire qu'il y a derrière, c'est bah en fait, si effectivement j'ai cette peur, c'est parce que mes parents en fait un jour ils ont tout perdu comme ça du jour au lendemain. Il y a une histoire qui se raconte derrière. Mais au-delà de l'histoire, ce qui est récurrent, c'est que la personne ne met pas en fait la valeur au bon endroit. C'est-à-dire que cette peur du manque, elle n'est pas rationalisée par la capacité que la personne a à créer justement les ressources qu'elle a générées et qu'elle a gagnées. Mhm. C'est-à-dire que les personnes sont focus sur l'argent alors qu'elles devraient être focus sur les capacités qu'elles ont acquises pour générer cet argent.
J'aurais plus peur, moi, aujourd'hui, de perdre les compétences, les capacités, tout ce que j'ai développé en moi, que de perdre l'argent. Parce que l'argent, si j'ai réussi à le générer, je sais que grâce à mes capacités, je peux le régénérer à nouveau. Par contre, si je perds mes capacités, je tombe malade ou pour X raison, il se passe un truc, là, je m'inquiéterais vraiment. Mais l'argent en lui-même, que tu le perdes ou que tu le gagnes, tu sais que c'est toi qui l'as réalisé. Et en fait, quand on a mis ça en perspective et qu'on a surtout regardé et calculé combien de temps ça lui prendrait de perdre tout son argent, il en a facile pour un an. Je veux dire, quand tu es multimillionnaire, s'il devait cramer 100 000 balles par jour, même 100 000 balles par jour, c'est inconcevable de pouvoir cramer autant d'argent, tu vois, en si peu de temps. Et donc, cette peur irrationnelle du manque, elle touche à l'argent, elle peut toucher, tu sais, à la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être rejeté. Enfin, elle est rattachée, si tu veux, chaque croyance à un écosystème, un égrégore de d'autres croyances connexes à laquelle elle est rattachée. Et en fait, c'est ça qui fait que les gens ont une peur énorme du manque de tout type de choses parce qu'il y a plein d'autres croyances qui y sont rattachées. La deuxième croyance, en fait, la plus fréquente, que j'entends le plus, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, c'est la peur du regard des autres et donc de la critique des autres. Et cette peur, en fait, elle est sous-jacente à la peur du rejet et de l'abandon. Et c'est une blessure d'âme. Les blessures d'âme, tu sais, il y a les 5 grandes blessures d'âme. Pour ceux qui aiment lire, lisez le livre de Lise Bourbeau. Scientifiquement, bon, il est très remis en question, mais techniquement et dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui s'avèrent vraies. C'est les 5 blessures de l'âme, c'est l'acronyme TRAHI, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ces 5 blessures de l'âme, bah en fait, on en a souvent 3 qu'on porte en nous, et la peur de la critique des autres vient notamment justement la peur de se faire rejeter et d'être rejeté par les autres. C'est une blessure d'âme qui est très profonde et qui peut générer d'autres types de croyances en fait dans ce cadre-là. Et à Et comment partir tu de les là, soignes ces mes blessures-là? pardon? Et qu'est-ce que tu fais, tu vois, pour, soigner, guérir, améliorer la situation pour les personnes, tu vois, qui ont, cette peur d'être, tu as dit D'être rejeté ou de la re ouais, peur du d'être regard des autres, rejeté ouais. et du regard des autres et d'être Alors critiqué. l'idée, c'est qu'il y a pas une seule méthode, mais la Il y a pas plus de méthode, d'accord. courante et celle qui va aider le plus, je pense, tout le monde ici, c'est simplement, d'affronter, cette peur du regard des autres et d'affronter le rejet et la critique. Parce que souvent, on est dans ce qu'on appelle les extrapolations. On extrapole, en fait, la douleur et la violence que ça peut avoir sur nous et l'impact que ça peut avoir sur nous. Et souvent, en fait, c'est cette extrapolation qu'on se crée nous-mêmes par l'histoire qu'on se raconte, en se disant, euh, oui, mais si je dis ça, ils vont penser ça. Et l'idée, c'est qu'on met plus d'émotion, d'intention émotionnelle sur le retour de critique plutôt qu'autre chose. Et donc, l'idée pour sortir de ça, moi j'aime bien utiliser ce qu'on appelle le quart d'heure du pire. J'ai utilisé cette méthode à de nombreuses reprises. C'est une technique en fait qui consiste simplement pendant 15 minutes à prendre une feuille, un stylo et à noter tout ce qui pourrait se passer de pire si effectivement tu étais critiqué ou tu étais rejeté par les autres. Et en fait, cette méthode, c'est une méthode d'analyse systémique qui permet simplement de dédramatiser la chose. Parce que souvent, l'extrapolation amène beaucoup de drama en fait dans ce qu'on est en train de dire et réfléchir. Et c'est ce qui permet justement de dédramatiser la situation et bien évidemment de sortir justement de ce côté de la peur du regard des autres. Il y a un deuxième versant que j'aime bien dans ce truc de la peur du regard des autres, c'est que la personne en fait qui a cette peur et cette croyance en elle, il y a un côté très égotique là-dedans. Une personne en fait qui dit j'ai peur du regard des autres et de la critique des autres, il y a un truc qui dit je suis le centre du monde, donc tout le monde va me voir. Et grosso modo, c'est un jeu de Lego qui dit attention, tout le monde va venir te critiquer. J'ai le cas, par exemple, je coach une communauté de clients d'un de mes clients. Et en fait, il y a un truc qui revient souvent dans cette croyance, c'est
je vais poster une publication sur Internet, sur un réseau social, et je vais me faire critiquer par des haters. En fait, la personne, dans sa vision du monde, elle pense que tout le monde va s'intéresser à elle. Et en fait, c'est un jeu de Lego qui dit je suis le centre du monde et tout le monde va venir me critiquer. Bah en fait, c'est faux. Puisque sur Internet, tu sais bien, le temps de cerveau disponible, encore moins sur TikTok, il est de 3 à 4 secondes. C'est-à-dire que entre le temps où les gens te voient et voient ta publication, avant de scroller, il se passe 4 secondes. Donc si tu veux, le temps de cerveau disponible, il n'est pas si énorme que ça. Et pour que la personne s'intéresse à toi, faut qu'elle s'arrête sur ta publication, qu'elle regarde, et donc qu'elle se dise oui, il y a un truc intéressant. Et donc, cette façon d'extrapoler le côté égotique en mode tout le monde va me voir, bah en fait, c'est encore une fois une extrapolation de l'ego qui dit je suis important, alors que finalement, sur les réseaux sociaux, il y a très peu de choses qui deviennent importantes de plus en plus maintenant, parce que il faut qu'il y ait du choc, il faut qu'il y ait des effets visuels, etc., etc. Donc, il y a vraiment ces deux parties-là. Et le meilleur moyen justement de sortir de ça, encore une fois, c'est de s'y confronter. Le quart d'heure du pire, c'est ça. Le quart d'heure du pire, c'est ça. Donc pendant un quart d'heure, liste sur un papier, un stylo. Moi, je suis fan de l'écriture. Liste, moi j'aime bien. J'ai un système qui s'appelle le processus des 4 corps, où en fait, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est d'écrire, de venir exprimer sur papier, avec un stylo et pas sur l'ordinateur, ce qui se passe dans nos 4 corps. Donc ce qui se passe dans notre corps mental. Donc qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi la petite voix dans la tête? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps physique? Est-ce qu'on en ressent une boule, une tension, du brouillard, etc. Du point de vue émotionnel, où sont les émotions? Et du point de vue énergétique, où est notre énergie? Est-ce qu'elle est ancrée dans notre corps? Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est en haut? Est-ce qu'elle est en bas? Mm. Et ça, le quart d'heure du pire, j'aime beaucoup cette approche-là. Et noter pendant un quart d'heure ce qui pourrait arriver de pire, du pire, du pire. Voilà. Et tu notes aussi comment tu t'en sortirais si c'était le pire du pire du pire du pire, ou tu mets que le pire? Alors, pas du tout. Non, juste le pire, parce qu'en fait, l'idée, c'est de dédramatiser. Quand tu écris le pire du pire, tu dis, mais non, c'est pas possible. Il y a un moment où le rationnel revient et dit, mais non, attends, jamais ça n'arrivera, en fait. Et Ouais. tout ce qu'on extrapole n'est qu'une extrapolation, un truc grossier. On grossit le trait de ce qui pourrait arriver, en fait. Et souvent, il suffit de l'écrire pour dire, mais non. Et c'est en fait, à chaque fois qu'on écrit, tu as raison de le dire, on active certaines parties du cerveau qui vont en fait permettre de rationaliser les choses. Et c'est souvent en l'écrivant qu'on s'en rend compte, en fait, simplement. Troisième. Yes. Et la troisième, donc croyance la plus répandue. Alors c'est en lien, mais les deux vont ensemble. C'est la peur d'échouer et la peur de réussir. Parce que souvent, en fait, quand on a peur de réussir, c'est qu'on a également un problème d'ego en mode ouais, mais si je suis riche, est-ce que les gens vont toujours m'aimer? Bah en fait, fondamentalement, l'argent n'est qu'un accélérateur de ce que tu es déjà. Donc si tu es quelqu'un de gentil à la base, tu seras quelqu'un de gentil avec beaucoup d'argent. Et si tu es un gros con de base, bah tu seras un gros con avec beaucoup d'argent aussi, quoi. Tu vois. Donc ça va pas changer fondamentalement les choses. Par contre, la peur de comment dire de l'échec, elle va être liée en fait à des peurs qui sont complètement irrationnelles, qui sont en lien avec le danger qu'on peut avoir si on se met dans une certaine situation. Et souvent, c'est le choc émotionnel de ne pas avoir obtenu le résultat, mais plus, encore plus, d'être justement confronté à la critique des autres et de ce que ça pourrait provoquer autour de soi. Et c'est souvent ça en fait qui revient, parce qu'on se dit oui, mais si j'échoue, les gens vont avoir raison de me dire que j'aurais pas dû me lancer dans ce projet ou dans l'entrepreneuriat, et il y a tout un tas de croyances connexes à celles-ci qui reviennent, quoi, en fait. Et de l'échec et du succès. C'est ça. Et c'est très souvent ça, tu vois, ça fait partie des questions que je pose aux personnes, voilà, que je vais avoir au téléphone bah, quand ils sont en train de réfléchir pour travailler avec moi. Et je leur demande quel est pour toi le risque de ton succès. Qu'est-ce qui se passe si tu réussis? Il n'y en a aucun. Il y en a aucun. En fait, souvent, les gens ne sont pas conscients du risque. En fait, ils disent, bah, il n'y en a pas du tout. Alors qu'il y en a, il y en a en tout cas que moi je vois assez régulièrement, tu vois, c'est le risque de sortir du clan familial, tu vois. D'être, ma famille n'est pas comme ci, ma famille n'est pas comme ça, mon frère, ma mère, mon père, etc. Et du coup,
cette sortie en n'étant pas comme eux, c'est un risque qui est pas du tout conscient, mais qui sabote mais tellement de personnes, c'est un truc de dingue, tu vois. C'est ce qu'on appelle en fait dans le transgénérationnel, c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Les loyautés C'est-à-dire familiales. rester fidèle au clan, ne pas jouer le vilain canard de la famille, ne pas sortir du rang. Et cette loyauté familiale, bah, elle devient paralysante à un certain niveau d'entrepreneuriat. Quand on commence notamment, puisque quand on se lance dans un nouveau projet et que la famille, imaginons, tu as une famille de salariés ou de médecins et qui ont toujours Ouais. été médecins de père en fils, tu es le seul qui va faire de l'entrepreneuriat, tout de suite, tu vas avoir des résistances, quoi, en fait. Ouais. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit, bah ouais, moi, mes parents, ils voient d'un mauvais œil que je fasse du Ouais. business, etc. Ouais. Mais ils sont conscients de ça, mais ils sont pas conscients des conséquences que Ouais. cela va avoir sur eux. Donc Ouais. c'est et ça, donc cet aspect de la peur de réussite, peur de l'échec, etc. Comment est-ce que voilà, une personne qui nous écoute là maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire bah, pour l'aider déjà dans son chemin vers sa, sa liberté vis-à-vis de cette croyance, hormis te contacter directement, bien évidemment. Ouais, évidemment. Bah, là, l'idée, en fait, c'est plus d'aller travailler sur redonner du sens, de l'axe et du sens. C'est-à-dire que quand on est dans la peur de l'échec, il y a une peur paralysante. Donc là, si tu veux, on est dans le système sympathique et parasympathique du cerveau qui va appeler en fait trois réactions archétypales. C'est soit tu combats, soit tu fuis, soit tu te paralyses par la peur. Et là, pour le coup, dans la peur de l'échec, on est dans la paralysie non seulement du danger et de l'inconnu qui pourrait se produire, et c'est pour ça que pour pouvoir en sortir, en fait, on va utiliser un autre stratagème qui va permettre justement à la personne de dépasser cette peur de l'échec. Ça va être simplement de regarder sur trois questions, trois plans très très simples en fait de ce que la personne est en train de vivre. D'ailleurs, ça te fait des ballons. Ça fait des ballons. Why not? Ouais. Et l'idée, en fait, c'est que ces trois questions-là, elles vont pouvoir, en fait, reparamétrer et redonner de la clarté. Donc, c'est valable pour la peur de réussir comme pour la peur de l'échec. Et j'appelle cet outil le filtre à particules qui permet justement de remettre instantanément de la clarté dans ce genre de situation. Mhm. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui dépend de moi? Donc là, on parle vraiment des actions sur lesquelles je peux mettre en place justement des actions et les choses sur lesquelles je peux agir directement pour obtenir le résultat que je veux. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Et là, pour le coup, tu sais, c'est une vision assez socratique, puisque c'est de la maïotique socratique, et de se dire que bah, finalement, si je lance mon projet entrepreneurial, bah, ce qui dépend pas de moi, en fait, c'est la réaction des gens. Et j'aurais beau dire, faire, etc., vouloir rentrer dans un moule, bah, en fait, je pourrais pas. C'est un peu comme l'histoire des croissants que j'ai raconté tout à l'heure. Bah, t'as aucune emprise, en fait, sur ce que vont penser les gens et comment ils vont réagir. Donc, pour le coup, qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? À partir de là, la troisième question, elle est fondamentale. C'est qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant. Et l'idée, c'est que dans chaque chose que vous faites, il y a une leçon à tirer. Et c'est de prendre et d'apprendre qui permet d'avancer et qui permet donc de pouvoir continuer à progresser. Pardon. Et cette progression, si elle n'est pas ancrée à ici et maintenant, le ici et maintenant dans cette phrase veut dire rester connecté au moment présent et donc à soi-même. Si vous n'êtes plus connecté à vous, c'est que vous êtes dans la douleur d'une histoire passée ou dans l'anxiété d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Et c'est souvent ça qui continue à alimenter l'histoire et qui amplifie l'intensité de l'impact en fait des histoires, des croyances limitantes qu'on se raconte en nous et qui se développent. Donc l'idée c'est, avec ces trois questions-là, réduire l'impact émotionnel et mental, remettre les responsabilités aux bons endroits, parce que quand on dit qu'est-ce qui dépend de moi, on reprend sa force de responsabilité et surtout de souveraineté. On reprend en fait les rênes et les commandes de nos actions. Donc qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Et là, je remets les responsabilités chez les autres. C'est moi, j'ai décidé d'être entrepreneur, je me lance. Mes parents ont décidé de me critiquer, bah je les laisse faire, c'est leur problème en fait. C'est pas le mien. Et à partir de là,
qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant, en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je me rends compte que parler de mes projets, c'est très mauvais et contre-productif pour moi parce que mes parents, à chaque fois que je leur en parle, soit ils me critiquent, soit ils me tirent vers le bas. Donc, je vais arrêter de leur en parler et je vais trouver des gens qui ont déjà fait le chemin et qui sont déjà là-dedans et qui pourront m'aider bien plus que ces gens-là qui finalement ne vont pas du tout comprendre ce que je suis en train de faire. 3 points vraiment pertinents voilà, pour les personnes qui veulent s'en sortir et en tout cas être sur le bon chemin, bien évidemment. Et différenciateur inné. Et voilà, ça va faire 50 minutes qu'on est ensemble. Quel est pour toi, Mehmet, ton différenciateur inné? Qu'est-ce qui fait que, voilà, parmi tous les coachs, les personnes qui parlent des croyances, les coachs en performance, etc. Quoi chez Mehmet? Pourquoi Mehmet? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est unique que les autres n'ont pas, selon toi? Alors, il y a une vidéo que je vais sortir dans quelques jours, du coup, c'est un témoignage et je trouve ça assez drôle parce que c'est pas moi qui l'ai dit et c'est quelqu'un qui m'est très proche aujourd'hui qui s'appelle Jeremy Coleman, que tu as déjà reçu, je crois, ici aussi. Il y a 2 jours, il y a la semaine dernière. Et ben voilà. Et du coup, avec Jérémy, en fait, il y a une blague en interne qu'on fait avec lui, c'est quand les gens viennent me voir, et là, il l'a dit dans une vidéo témoignage d'un de ses clients, quand les gens viennent me voir, la blague, en fait, c'est que quand il m'envoie des gens, les gens reviennent me voir et il dit aux personnes, alors, t'as pleuré? Et en fait, la vanne, c'est que chaque personne qui vient me voir, et je pense que c'est ça aussi le différenciateur chez moi, c'est que quand les personnes viennent me voir et qu'elles me parlent de leurs croyances limitantes, je sais détecter exactement en fait le bullshit que la personne se raconte et la vérité qu'elle ne veut pas regarder en face. Et en fait, j'ai l'art et la manière de mettre le doigt sur la vérité que la personne ne veut pas voir. Et du coup, au moment où elle la voit, la personne se met à chialer simplement. Et du coup, c'est devenu un peu une private joke avec lui et on est régulièrement mort de rire avec ça. Et du coup, il en a fait une vidéo témoignage et je vais écrire un post dans quelques jours pour ça. Parce que effectivement, je fais pas ça exprès. Hein. Je suis pas là à faire chialer les entrepreneurs. C'est pas mon credo. Mais en fait, si tu veux, je suis devenu j'ai fait de ma propre douleur en fait ma solution. Je connais tellement bien le problème que chaque fois que les gens me parlent, c'est un truc que je dis souvent. Il y a ce que la personne est en train de me dire et ce qui sort de sa bouche. Et moi, j'entends en fait toute l'histoire qu'elle se raconte derrière et toute la vérité qu'elle veut pas regarder. Donc, c'est souvent ça que j'arrive à mettre en relief comme ça en une séance. Et c'est pour ça qu'après, les gens ressortent un peu secoués de ces séances. Voilà. La précision chirurgicale. On peut dire ça, ouais. De la découverte de la croyance et de ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et tu mets les entrepreneurs face à ce qui se passe vraiment chez eux. Voilà, je les mets face à eux-mêmes et je pense que des fois, oui, il faut quelqu'un pour nous montrer. Même moi, tu sais, c'est un truc que je dis souvent, mais même nous en tant que coach, un bon coach, en tout cas ceux qui sont dans cette pratique professionnelle, parce que moi, coach, c'est mon métier. Je fais pas ça. Je me suis pas réveillé un jour en me disant tiens, je vais être coach. C'est mon métier, je fais ça depuis des années et surtout je me fais accompagner. Donc les vrais bons coachs comme on les connaît et qui restent professionnels sont des coachs qui se font accompagner eux-mêmes. Donc moi je me fais coacher tout au long de l'année et nous-mêmes on a tous besoin d'avoir quelqu'un en face de nous pour nous mettre nos vérités en face et qu'on les reconnaisse quoi. Parce que sinon tu ne peux guérir chez les autres que ce que tu as guéri en toi. Donc il faut continuer à travailler sur soi. Je concours à ce que tu dis, Mehmet. 100% d'accord avec ça. Et j'ai une tradition sur le podcast. Tu es ici. C'est Gérald qui t'a recommandé. Il m'a dit parle avec Mehmet, tu verras, c'est fantastique. Effectivement, vraiment super Merci. échange. Merci. Et donc, je te donne la question qui dans ton entourage est-ce que tu aimerais voir sur le podcast, tu vois, que je puisse venir lui poser ces questions pour aller chercher, voilà, son différenciateur inné, ce qui fait que lui n'est pas comme les autres, qui a une belle histoire à raconter, ou une histoire, toi, tu as quand même une histoire incroyable avec ce qui s'est passé en 2016.
Bah écoute, je Et pense que tu ne peux pas dire Jeremy Coleman. ouais, j'allais dire Jeremy Coleman et euh, dans mon entourage, en fait, il y a quelqu'un avec qui j'ai commencé ce chemin entrepreneurial qui me tient beaucoup à cœur. Il s'appelle Julien Ridoir. Je sais pas si tu Ok, vois qui c'est. je vois qui c'est, oui. Donc, Julien, en fait, c'est un pote depuis toujours parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Avant de le connaître lui, j'ai connu sa femme, donc il te racontera peut-être l'histoire là-dessus. C'était assez drôle. Mais c'est quelqu'un qui a une histoire et je pense qu'il va beaucoup te plaire parce que lui, c'est un kiffeur né. Il veut kiffer la vie et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je le porte dans mon cœur parce que c'est comme un frère pour moi et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je serais vraiment très curieux de voir sur ton podcast et que tu le cuisines comme tu viens de me faire là. Je pense que ça peut donner une belle cuisine à la fin et tu verras, je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Le message est lancé, l'invitation est lancée. Si tu écoutes ce podcast, eh bien, Et on ben se voilà. parle avec Julien, plaisir. faut que tu viennes là, ouais, exactement. Excellent, superbe, superbe. C'est vrai que grand plaisir de l'avoir également. Euh, mais même, bah écoute, on arrive à la fin de notre échange. C'était vraiment extrêmement intéressant, plein de superbes informations, des approches vraiment très concrètes. Merci. Donc, j'ai Merci. beaucoup C'est un plaisir d'être apprécié. avec toi. Merci beaucoup. Et puis, bah voilà. Si tu as un dernier message, tu vois, si je te laisse le mot de la fin. Si tu as une chose, tu vois, que tu souhaites partager aux entrepreneurs qui nous ont écoutés aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est simplement de continuer en fait à être eux-mêmes et de prendre leur place parce que en fait dans les accompagnements et les accompagnements que je fais, il y a un gros travail sur l'identité, sur qui on est, comment prendre sa place, comment assumer qui on est. Et je crois que le mot de la fin ce sera ça, ce sera vraiment être toi tout le temps, c'est non négociable. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe le niveau de boîte, d'empire que tu veux créer, en fait, tu pourras le faire que en partant de toi, en partant de ton identité et de créer justement ta boîte et tes projets, tes ambitions en fonction de qui tu es toi. Et quand tu fais ça, bah, le résultat il est extraordinaire derrière, quoi. Merci Mehmet. Merci à toi. Bonne fin de journée. Salut. Ciao.